Comment reconnaître les signes d'un AVC? Le service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre et France AVC Guadeloupe avait organisé une journée d'information à l'attention du grand public au centre hospitalier. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et le centre de médiation de la Guadeloupe a ouvert ses portes à Pointe-à-Pitre. Il propose une alternative aux procédures judiciaires, la médiation par le dialogue et la concertation pour résoudre les conflits. La route départementale 38 à Gourbert fait peau neuve. Le conseil départemental a lancé ce matin les travaux de rééquilibrage, accotement amélioré, un nouvel éclairage public. Une œuvre d'art devrait d'ailleurs égayer la vue des automobilistes. Et opération séduction à la centrale géothermie de Bouillante. La société Ormat, propriétaire du site, a organisé un repas chaud en l'honneur des riverains. Un moment de détente qui avait pour but de réchauffer les relations avec la population. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Comment savoir si un proche qui se trouve mal fait un AVC? Le service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre et France AVC Guadeloupe avaient organisé une journée d'information aujourd'hui à l'attention du grand public. Sur place, infirmières et médecins ont prodigué les conseils pour reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral. Reportage Linda Kayarsi, Karen Diam. Ce matin, Joseph a spontanément fait le déplacement au CHU de Pointe-à-Pitre pour être mieux informé sur les accidents vasculaires cérébraux. La vigilance est de mise. Il est toujours bon de s'informer, parce que surtout lorsqu'on prend de l'âge, on a toujours des problèmes. Donc il est bon de consulter son médecin et quand il y a des manifestations comme celle-là, de s'informer. L'AVC, problème majeur de santé publique. Il constitue la première cause de handicap acquis chez l'adulte et la deuxième cause de démence. L'AVC concerne aussi bien les hommes que les femmes. Chaque année en Guadeloupe, on se retrouve avec autour de 600 patients qui arrivent à l'hôpital CHU de Pointe-à-Pitre et un chiffre exact, je peux dire que c'est autour de 800 en Guadeloupe. Quand il ne tue pas, l'accident vasculaire cérébral peut laisser des séquelles irréversibles. Il est donc important de savoir reconnaître les signes pour réagir le plus vite possible. Comme signe, ça peut être vraiment très diversifié, mais plus simple à dire, ça peut être une déviation de visage par exemple, ou une paralysie d'un bras, d'une jambe, et parfois que le patient n'arrive pas du tout à parler. Ça, il faut qu'on pense que ça peut être un signe d'AVC. Il faut qu'on appelle le 15. Il ne faut pas qu'on appelle le médecin traitant ou qu'on envoie par une voiture à l'hôpital. Il faut qu'on appelle le 15 tout de suite. L'âge, le diabète, l'inactivité physique, le tabac ou encore l'hypertension artérielle sont connus pour être des facteurs de risque d'un AVC. Et dans le domaine de la psychiatrie, le centre hospitalier Maurice d'Espinois de la Martinique vient de mettre en place une formation inédite en France pour ses infirmiers. 2 ans et demi d'apprentissage pour apprendre toutes les spécificités psychiatriques. Les précisions d'Alwin Courcy. Vous êtes toujours dans la même interrogation? Eh bien, un petit peu, et je me demande si je dois continuer à aller en permission. À ce point? Oui. Ce matin, Jean-Pierre a rendez-vous avec Dalida, une patiente atteinte de troubles de paranoïa. Lors de cet entretien, Jean-Pierre tente de lui redonner confiance en elle pour une guérison plus rapide. Nous sommes appelés à beaucoup écouter, beaucoup essayer de comprendre et à partir de là, essayer de trouver les meilleurs outils qu'on puisse utiliser pour que le patient quitte la situation un peu pathogène pour avancer vers un chemin un peu plus lumineux, on va dire. Ce dialogue est essentiel pour Dalida, qui se sent de mieux en mieux. Une fois que j'ai vécu les entretiens, je sors toujours presque nouvelle sur la situation en question pour laquelle on a eu l'entretien, sur voilà, et je me sens toujours dans un autre état d'esprit et prête à essayer de mettre en place les conseils qu'ils m'ont donnés.
Être au plus proche du patient pour mieux le soigner et travailler en étroite collaboration avec les psychiatres, c'est l'objectif de la nouvelle formation proposée par le centre hospitalier Maurice d'Épinois en partenariat avec le GRIEPS. C'est le seul centre en Martinique et en France à proposer ce cursus qui permet aux infirmières et aux infirmiers de se spécialiser en psychiatrie. C'est un cursus de 2 ans et demi qui leur permet vraiment d'avoir une connaissance en termes de prise en charge psychiatrique, une technicité dans certains actes aussi, qu'il s'agisse des entretiens infirmiers, de l'infirmier référent, d'éducation thérapeutique à la santé ou de psychothérapie dans les troubles délirants, et qui leur donne finalement une palette d'actions et d'interventions tout à fait qualitatives pour la prise en charge de nos patients. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit aux postulants d'être titulaire du diplôme d'infirmier. Après avoir suivi des cours virtuels sur Internet et physiques grâce à un professeur, les candidats sont jugés sur un contrôle continu et se voient remettre un diplôme reconnu par le centre de la formation professionnelle. Une fierté pour Jean-Pierre et ses 9 autres confrères qui font désormais partie de l'élite des infirmiers spécialisés dans leur domaine. Bon, c'est une satisfaction personnelle, mais elle est de moindre importance comparée au fait de savoir qu'on pratique un métier qui est quand même passionnant et on a la chance d'être en relation avec des patients. On a la chance de pouvoir prodiguer des soins importants, d'être acteur dans le traitement de maladies psychiques qui sont très compliquées, qui mettent beaucoup de personnes en souffrance, et c'est surtout ça qui est important et valorisant. En attendant de former plus de personnel, le centre Maurice d'Épinois espère bien dans les années à venir devenir une référence en formation professionnelle psychiatrique afin que Dalida et ses camarades puissent retrouver le plus rapidement possible un bien-être au quotidien. Plus rapide et moins cher que les procédures en justice, la médiation s'impose comme la solution la plus appropriée en cas de conflit. C'est ainsi que le centre de médiation de la Guadeloupe a ouvert récemment ses portes à Pointe-à-Pitre. Non loin de la place de la Victoire, Linda Kayarsi s'est rendue sur place. Privilégier le dialogue et la concertation avant qu'il ne soit trop tard, telle est l'ambition du centre de médiation de la Guadeloupe. Par exemple, un conflit entre des personnes qui sont voisines, un conflit de voisinage, on peut apporter une solution. Un problème dans le cadre familial, on peut également apporter une solution. Sur le plan social, entre une entreprise et des salariés, nous sommes en capacité de pouvoir trouver, en tout cas apporter des solutions. Depuis le 1er avril 2015, la médiation est devenue obligatoire et est soumise au secret professionnel. La médiation permet de soulager les tribunaux. On nous incite de plus en plus à trouver d'autres modes alternatifs de règlement des conflits, puisque l'avenir est plus dans la nécessité de mettre un terme à tout ce qui est contentieux judiciaire. Il y aura de moins en moins de magistrats, en tout cas c'est le but qui est poursuivi, et de pouvoir mettre en évidence beaucoup plus le règlement par le biais de la médiation, de l'arbitrage. Alors le samedi matin, j'ai un voisin qui n'arrête pas de mettre la musique assez forte, effectivement, aux alentours de 9h30. Quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à moi pour régler ce petit problème? En pratique, après un premier entretien gratuit, au terme duquel le médiateur vérifie l'adhésion de chacune des parties et sa capacité de prendre une décision, le médiateur rencontre individuellement chaque personne, puis les parties ensemble, pour construire un projet commun. Déjà, on sent que la tension baisse un petit peu et on arrive à obtenir une qualité de raisonnement, parfois de faire ressortir des choses, parce que en dehors d'une colère ou de dire que le voisin fait du bruit, souvent il y a des choses antérieures qui n'ont pas été exprimées, et donc nous avons des techniques pour faire un petit peu ressortir tout cela. Au centre de médiation de la Guadeloupe, 4 médiateurs tentent d'apporter des solutions à des conflits 3 fois par semaine en toute impartialité. Les frais de dossier sont de 60 € et ensuite nos honoraires tournent autour de 150 € de l'heure, mais nous proposons des forfaits qui sont en fonction de... Voilà. En principe, les frais se partagent entre les parties et a priori, il n'y a pas besoin de passer devant le tribunal. Si c'est une décision qui est un petit peu compliquée, les parties peuvent signer un protocole d'accord et faire entériner leur décision par le juge. Depuis la réouverture du centre de médiation, une dizaine de dossiers a été traité. Le taux de réussite avoisine les 85%.
Et le niveau d'alerte météorologique est revenu en haut jaune en milieu de journée. Mais les événements pluvieux de ces derniers jours ont laissé des images spectaculaires dans nos esprits. Des automobilistes emportés par les flots, des sauvetages acrobatiques, alors que l'archipel avait été placé en alerte. Accordez-vous de l'importance aux consignes de vigilance. Karen Diama est allée vous poser la question. On vous écoute. Bien sûr, je porte beaucoup attention, oui. Parce que pour sortir, il faut faire attention, parce qu'avant hier, je devais emmener ma femme ici faire des examens et j'ai fait beaucoup attention pour voir si la route était accessible ou pas. Oui, j'ai fait parce que je sortais de la montagne, apparemment la route était encombrée, j'étais obligé de faire le tour pour arriver jusqu'ici, quoi, c'est tout. C'est des mises en garde et ça sert toujours. Et c'est vrai que des fois, on entend que la météo, quand on donne la météo, les alertes jaunes, oranges, on se dit, mais on nous a dit que nous sommes en alerte jaune, mais je ne vois pas la pluie. Il n'y a peut-être pas la pluie sur la terre, mais la mer peut être dangereuse. C'est important d'écouter les alertes? Oui, c'est très important. On est obligé de le faire d'une manière ou d'une autre parce que c'est la sécurité des gens, des biens, etc. qui est en jeu. Donc en fonction des différentes alertes, on se déplace ou on ne se déplace pas, effectivement. Non, pas spécialement parce qu'ils ne font rien. Quand il dit orange, il fallait rentrer chez soi, mais on ne fait rien. Alors on reste là. J'écoute parce que j'écoute la radio. Mais la préfecture ne fait rien, alors on travaille toujours. Quand c'est orange, on bien dit qu'il faut rester chez soi. Ah ben. Alors, je ne porte pas attention à ça. Alerte orange, c'est très dangereux. Et là, il y a dit alerte rouge? Alerte rouge, c'est même pareil. Danger, rouge, c'est danger. De pourtant, l'oise, éclair, tout ça, c'est danger. Et là, il y a dit alerte orange, vous restez à casa ou qu'au café? Bon, quand il est à casa, mon moment, quand on est tout le monde, quand on balader, on regarde les caca passer. À part tout dit paix. Mais la météo, ça joue son rôle, donc on est obligé de tenir compte. Parce que fort souvent, les gens disent que bon, mais la météo, ça n'a pas son enjeu, mais on voit tout ce qui se passe. Donc fort souvent, c'est pas toujours vérifié, mais bon, c'est toujours bon à prendre, quoi. Bien sûr, important, c'est très important. Bien sûr. Bien sûr, pour me déplacer, donc j'écoute tout le temps pour savoir, par exemple, c'était mercredi, pour emmener mes enfants à l'école, donc j'ai écouté. Ensuite, je les ai gardés à la maison parce que vu le temps, on ne pouvait pas se déplacer, moi non plus. Et dans l'actualité politique, la bataille pour l'Assemblée nationale est engagée. De nombreux hommes politiques ou hommes de la société civile briguent un mandat de député. Mais que savons-nous exactement du rôle de député et de ses possibilités d'action? Un spécialiste est avec nous pour nous éclairer ce soir. Jim Lapin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université des Antilles. Tout d'abord, expliquez-nous exactement en quoi consiste le rôle d'un député. Déjà, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices d'ATV. Le député, son rôle est de voter la loi. Tout d'abord, c'est son premier rôle, c'est-à-dire en fait la loi qui est le bien commun de tous, la règle commune pour tous, que l'on doit tous respecter et qui permet d'améliorer effectivement nos quotidiens et permettre la cohésion sociale et économique d'un territoire. Ensuite, le député a comme rôle également de contrôler l'action du gouvernement. Donc, vous avez effectivement le gouvernement qui représente le pouvoir exécutif et les députés représentent le pouvoir législatif. Et en fait, dans le cas de la séparation des pouvoirs, effectivement, vous avez des contre-pouvoirs qui se mettent en place et d'où le rôle de contrôle que les députés ont sur l'action gouvernementale. C'est-à-dire, le rôle de contrôle, comment se traduit-il exactement? C'est-à-dire, effectivement, par exemple, vous avez à l'intérieur, vous avez des commissions à l'Assemblée nationale, dans lesquelles siègent des députés. Vous avez 73 députés dans chaque commission. Et par exemple, chaque semaine, sont organisées effectivement des séances par les commissions. Par exemple, la commission des affaires sociales va contrôler effectivement l'action du gouvernement sur l'action sociale, faire des propositions, par exemple. Vous avez également le contrôle qui se fait par effectivement la motion de censure. Le dépôt d'une motion de censure, c'est-à-dire de pouvoir sanctionner l'action gouvernementale, parce que le gouvernement, en fait, a beaucoup de moyens, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui met en œuvre la politique de la nation, qui exécute en fait
l'autorisation donnée par l'Assemblée nationale. Par exemple, l'Assemblée nationale vote le budget qui est proposé par le gouvernement. Après, dans l'exécution, dans la dépense publique, c'est le gouvernement qui a le pouvoir. Donc il faut là aussi qu'on puisse contrôler, par exemple, les dépenses que le gouvernement entame sur le budget qui a été voté par les députés. Nous avons reçu sur ce plateau de nombreux candidats à la députation. Tous ont évoqué leur projet de voter telle ou telle loi. Est-ce si simple de faire voter une loi ? En fait, c'est pas si simple que cela parce que c'est très technique déjà et je m'excuse auprès déjà des téléspectateurs parce que voter une loi, ça veut dire quelque part que déjà votre loi doit être inscrite à un ordre du jour. Pour que votre loi soit inscrite à l'ordre du jour, il faut que vous faites partie d'un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe de parlementaires. Et en fait, à l'intérieur de ce groupe, il y a des débats pour pouvoir effectivement permettre l'inscription ou pas d'une proposition de loi à l'ordre du jour. Il faut savoir aussi que selon qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, c'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes pouvoirs. Si vous êtes dans la majorité, vous avez de plus grandes chances pour que votre loi puisse aboutir parce que vous avez effectivement la discipline parlementaire qui joue en votre faveur, la discipline également envers le président de la République, parce que il faut savoir que la majorité soutient l'action du président de la République. Donc là, c'est plus facile. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est un peu plus compliqué, quoique depuis 2008, vous avez des droits nouveaux qui sont accordés à l'opposition. Par exemple, l'opposition détient désormais d'une journée par mois pour pouvoir proposer son ordre du jour. Pour mieux comprendre, Jim Lapin, à quels obstacles sont confrontés, par exemple, nos députés locaux ? Les obstacles, en fait, pour pouvoir défendre, par exemple, les particularités de l'outre-mer, il faut, parce que bon, ça dépend du nombre de députés aussi à l'Assemblée nationale, parce que ça fonctionne en termes effectivement de nombre. Pour pouvoir créer un groupe, par exemple, il faut au minimum 15 députés. Donc, bon, après, le député ultramarin, il est obligé, par exemple, d'avoir un réseau, de faire partie d'un parti politique ou d'un groupe politique qui lui permettra effectivement d'avoir les moyens pour pouvoir défendre ses propositions. Et c'est vrai que par rapport à cela, quand on est un député ultramarin isolé, c'est-à-dire n'ayant aucune appartenance à un groupe politique, à un groupe ou un mouvement politique, c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc, à partir du moment où on est élu, on n'a pas le choix. On est obligé effectivement de s'affilier à un groupe politique qui va vous permettre d'accéder aux moyens qui permettront à vos propositions de loi de voir un jour, d'aboutir un jour. Et encore, c'est pas gagné, parce que selon que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, effectivement, vous aurez, les obstacles seront plus ou moins grands. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Après, je veux dire que je pense que la compétence aussi par rapport à cela peut également entrer en ligne de compte. C'est-à-dire que pour pouvoir effectivement faire son bonhomme de chemin à l'intérieur de l'Assemblée nationale, soit il faut effectivement avoir la compétence, savoir comment s'y prendre, d'accord, par quel style passer, ou encore avoir une notoriété locale, une grande notoriété locale. Et ce sera le problème parce que avec le cumul des mandats, bien entendu, vous avez certaines personnalités qui ne pourront pas se présenter. Donc là aussi, bon, la notoriété locale. Elle peut servir à aider à faire voter ces lois. Mais bon, avec le cumul des mandats, on ne peut plus, par exemple, un président de conseil régional, un maire ou président de conseil général ne peut plus être député. Donc, ce qui fait que cette notoriété locale va disparaître certainement. Donc, il va falloir effectivement trouver d'autres moyens. Jim Lapin, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je suis sûre que les téléspectateurs ont compris ce soir quel était le rôle d'un député. Nous partons pour la Guyane maintenant, pour savoir où en est le conflit qui touche le centre hospitalier de Cayenne. Vous vous souvenez peut-être que le collectif pour la Guyane décollée avait menacé la direction de reconduire la grève générale si aucune solution n'était trouvée. On regarde le point, on fait le point avec Natacha Maltaverne. C'était une réunion d'information pour faire le point sur la situation de l'hôpital, alors que l'UTG Santé, venu en nombre, est en grève depuis 8 semaines. La direction du CHAR a listé les enjeux de l'hôpital, la spécialisation des médecins et la restructuration de l'établissement pour améliorer son fonctionnement. Cet hôpital, il a des procédures, ça il en a.
La plupart ne sont même pas respectés. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a pas longtemps dans un service, on est allé avec le président de la CME, juste pour l'AVC, vérifier le cahier des procédures d'AVC. Christophe, résultat? Celle dans le service datait de 2007. Voilà, alors qu'il y avait une procédure qui avait été validée en 2016. Au bout d'une heure de réunion, le sénateur Karam prend la parole au nom des 4 parlementaires pour évoquer la grève de l'UTG Santé. Moi, je souhaite, et je parle au nom de mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, nous souhaitons que les négociations reprennent. Je ne sais pas sous quelle forme. Si c'est une réunion d'information, à mon grand regret, je ne vais pas rester là et je vais quitter la séance dans quelques instants. Le sénateur est applaudi par les grévistes qui quittent immédiatement la salle. Nous attendions justement la finalisation de l'expression de la directrice afin de faire une même intervention. Et je le confirme sans aucune concertation. Si le sénateur lui-même constate que c'est une perte de temps alors qu'il y a une plateforme revendicative, il faut qu'on arrête dans les contradictions. Les personnes qui interviennent sont elles-mêmes contradictoires sur ce qu'elles disent. Je veux simplement rappeler à Mme Noin qu'elle a été directeur des ressources humaines à l'hôpital de Cayenne, sous la direction de M. Pochard, et que si aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas en état de marche, c'est parce qu'elle a contribué à cette désorganisation. Les autres syndicats restent. Le mouvement social ressurgit sur la table. Dans le collectif, il y avait un pôle santé. L'UTG n'en faisait pas partie. Pour certains, l'UTG Santé n'a pas souhaité y participer, ce à quoi le syndicat répond que certains membres n'ont pas été acceptés. Que pense la CDTG des revendications portées par l'UTG Santé? Aujourd'hui, il y a un syndicat qui milite, on va dire, dans son coin pour vraisemblablement les mêmes demandes. Il appartient à ceux qui ont la responsabilité de pouvoir trancher, de le faire. Est-ce qu'il peut y avoir doublon? Est-ce pertinent? Est-ce que si ça apporte des résultats supplémentaires, tant mieux. Mais si ça ne peut que affaiblir ou tirer à contre-courant, je me pose des questions. Je crois que tout un chacun est en droit de se poser des questions. Pour mémoire, l'UTG réclame la création d'environ 180 postes. La direction est claire, ce n'est pas possible. Le directeur que je suis ne peut pas cautionner la création demandée par le syndicat UTG. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime à ne pas la demander. Je dis que moi, je ne peux pas cautionner le besoin tel qu'il est pour 2 raisons. La première, c'est que cet hôpital doit d'abord se restructurer dans ses fonctionnements. C'est-à-dire que tout le monde fait le boulot pour lequel il est payé, pour dire les choses clairement, selon des procédures claires. Et une fois que ce travail est fait, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut voir si vraiment on n'y arrive pas parce qu'il manque quelque chose. La direction a proposé la création de 36 postes, principalement en néonatologie et au bloc opératoire. Elle reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La départementale 38 à Gourbeur fait peau neuve. Et puis petit déjeuner avec la population à la centrale géothermie de Bouillante pour réchauffer les relations. Et à Gourbeur, le conseil départemental a lancé ce matin les travaux de rééquilibrage de la route départementale 38. Une œuvre d'art devrait d'ailleurs même être mise en place pour égayer la vue des automobilistes. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. La route départementale 9 qui mène à Bisdari nécessitait une réflexion importante dans les 2 sens. Une attente des riverains et des employés qui empruntent cette voie quotidiennement. Après 9 ans de procédure, le département lance enfin les travaux. En négociation parce qu'il y avait de l'expropriation à faire pour élargir la route. C'est un engagement fort du conseil départemental, un engagement, je dirais, qui pourra peut-être aller encore plus loin. Nous allons faire quelque chose, je dirais, d'important, à la fois sur le plan de l'élargissement de la route, permettre que la circulation se fasse dans de bonnes conditions. L'éclairage, parce que là aussi, chaque fois que l'on parle, on modifie, il faut penser à l'éclairage, mais surtout aussi aux jeunes, aux enfants, donc aux piétons. Un chantier d'envergure qui va participer à l'amélioration et la sécurité des Gourbériens pour près d'1 400 000 €. Nous avons pu obtenir, disons, l'accord et la mise en œuvre de ce projet. Malheureusement, à cette époque, il y a un riverain qui s'était opposé au premier coup de goudé. Les travaux étaient achevés depuis très longtemps. Et il a fallu qu'on puisse prendre en considération, du fait de notre état d'esprit d'ouverture de concertation, d'intégration de la population, qu'on prenne en compte les projets qui étaient formulés. Donc, on se réjouit de savoir que le département ayant joué le jeu, néanmoins il y a une pause d'expropriation, mais que nous, parallèlement, on a pu répondre aux projets, disons, de ces riverains. Autant du point de vue des administrations, on est dans une zone
extra-administratives, la DIAL, l'Observatoire, j'en cite, la direction du travail et bien d'autres. Je crois qu'il y a aussi un taux d'urbanisation très élevé avec le logement collectif. Donc il y a une attente qui est très très forte. Donc ça répond véritablement à une exigence qui était formulée par tous ces gens-là. Et vraiment je suis heureux de voir que les travaux aujourd'hui vont démarrer. Je souhaite vivement qu'elle aboutisse. La présidente du département, Josette Borel-Lincertin, a lancé un appel à la présidente de la CSBT, Lucette Michaud-Chevry, afin qu'elle profite de ces travaux pour améliorer les réseaux et la distribution de l'eau. Très contestée à son arrivée au capital de la centrale géothermique de Bouillante, la société américaine Ormat tente d'apaiser les échanges avec la population. Elle a ainsi organisé un déjeuner en l'honneur des riverains. Un moment, Nathalie Dinah, Moïse Dexter et Patrick Curie étaient également conviés. On regarde. C'était jour de fête à la centrale géothermique. Le président de la société Ormat, aux commandes de l'usine, souhaitait échanger avec les riverains. Après avoir fait la une pendant des mois, ce déjeuner vient apaiser les tensions. Nous aimerions l'épanouissement de cette centrale, mais au préalable, nous en avons subi vraiment les conséquences inouïes. Beaucoup de bruit, etc. Cela deviendra de mieux en mieux. Quel soulagement! Un moment de partage et de convivialité. On se côtoie, j'allais dire, pratiquement sans s'en apercevoir toute l'année. Je sais que notre site, assez globalement, a fait des efforts importants et donc n'est plus à l'origine de nuisances significatives, que nous réussissons à vivre ensemble sans difficulté majeure, mais j'estime qu'il faut savoir s'arrêter de temps en temps et d'une façon très naturelle, très libre, s'exprimer entre nous, que les uns et les autres disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et moi j'essaierai à chaque fois d'apporter les réponses si je peux les apporter. Un déjeuner qui a permis de libérer la parole, au-delà de faire connaître les évolutions, les lignes directrices, les actions prévues pour les riverains. Le soir, auparavant, je ne savais pas. Je croyais que c'était une voiture qui était devant ma porte. Ça reste 10 minutes et puis ça revient. C'est là on m'a dit que c'est quand ça vibre et ça se fait. Eh bien oui, c'est très important parce qu'il a qu'à fonctionner là, pour nous là. Donc il faut nous savoir comment il a fonctionné, il faut nous savoir toutes les machines qu'il y a à savoir quoi. Je suis venu, c'est pour améliorer la température, ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a le toit de ma maison, on doit le réparer. Il y a des fissures dans la maison, tout ça. On avait parlé d'une bonne manière qui est favorable, il n'a pas dit rien de mauvais. Alors si nous comprenons, il faut faire la solution pour les voisins et pour tout le monde. La société Ormat avait mis les petits plats dans les grands et malgré une météo capricieuse, les convives ont passé un excellent moment. On connaissait le couple Domino, cette fois en solo toute seule. Elle sera en spectacle demain soir au Palais des Sports du Gosier à 20h30. Ça va décoiffer. Elle est notre deuxième invitée. Laurence Joseph, merci. Bonsoir d'avoir accepté, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ça va décoiffer. Laurence, ça fait quoi d'être pour la première fois toute seule sans Laurent? Ça fait du bien. Non, il est content d'entendre ça. Plus sérieusement, j'étais avec lui cet après-midi. Non, mais plus sérieusement, je suis super fière de pouvoir faire ce spectacle que j'ai déjà joué, soit dit en passant, quelques fois. Et de le faire dans une grande salle comme celle-là, c'était très important pour moi de le refaire en Guadeloupe, oui. Alors, on connaissait, je l'ai dit tout à l'heure, le couple Domino, qui jouait beaucoup sur la mixité des couples. Laurence, toute seule, ça donne quoi? Elle parle de quoi, Laurence? Alors, ça donne plusieurs personnages qui sont complètement loufoques. Ça part d'une dame de 83 ans qui voulait faire la première partie de sa fille qui est chanteuse, sa petite fille qui est chanteuse, et elle va prendre goût à la scène et du coup elle va nous parler de plein de choses et d'autres personnages vont arriver au travers de toutes ces histoires. Donc c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment un bon moment, il y a beaucoup d'émotions dans ce spectacle, beaucoup d'humour et les gens il faut qu'ils se préparent à amener leur protège-slip et qu'on sort. Je préfère protège-slip, pourquoi les protège-slip? Ah parce qu'ils vont rigoler jusqu'à faire pipi sur eux. Parce que ça va décoiffer, faut amener, moi je dois amener mon peigne cette fois. Oui, il faut amener le peigne afro de préférence et puis non, les gens vont s'amuser, ils peuvent venir en famille, c'est un spectacle qui plaît beaucoup aux enfants aussi, donc et aux personnes âgées, donc c'est vraiment un spectacle familial où là on s'éclate, on passe un bon moment et ils vont découvrir une autre facette de moi qui est la facette de la comédienne que je pense qu'ils ont découvert à travers Domino ou à travers mes pitreries entre guillemets quand je faisais la météo, mais là vraiment ils découvriront ce que je fais vraiment de mon art sur scène.
C'est-à-dire, vous avez découvert justement la comédie, vous êtes monté sur les planches, vous y avez pris goût. Là, c'est un challenge pour vous. C'est quoi finalement Laurence Joseph en comédienne? Mais Laurence Joseph en comédienne, c'est un caméléon qui peut prendre toutes sortes d'apparences et qui peut faire un petit peu tout. Donc c'est pas forcément que du comique, ça peut être quelque chose de dramatique, pas forcément drôle, un homme, une femme. Je change de voix, je chante, je danse. C'est vraiment un artiste complet qu'on voit sur scène et c'est ça qui est important pour moi de le montrer à mon public guadeloupéen qui m'a suivi dès le départ. Et c'est un spectacle qui a eu un prix de l'humour au Festival d'Avignon en 2014. Donc j'étais très fière, je suis la première antillaise à avoir ce genre de prix. C'est un spectacle qui a joué à guichet fermé à Paris, à la Cigale et au Trianon, qui est diffusé sur d'autres chaînes françaises. Donc pour moi, c'était très important de venir le faire ici, à la hauteur en fait de ce qu'il représente et pour le public qui me porte depuis le début de cette aventure. Laurence Joseph, je vous prends au mot. Vous êtes caméléon. Elle ressemble à quoi, cette mamie? Eh bien, les gars, bonjour. Alors, j'ai mis un petit peu de maquillage. J'ai rien fait de machin, c'est pas la jeunesse comme toi, parce que tu es fraîche. Hein. Ah, merci. Ah, mais oui, je vois que tu n'as pas d'enfant. Non, pas encore. Mais il faut faire, hein, parce qu'il faut se dépêcher. Hein. Alors, je vous invite à venir me voir demain. Il n'y a pas de souci. Les hommes surtout, les hommes jeunes. Moi, je suis un peu, je profite à chaque fois pour dire que je cherche à voir M. Macron. Parce que j'ai cru comprendre, il aime les femmes mûres. Les femmes mûres. Ah oui, je suis mûre. Je suis mûre comme un mango philatelle. Ah oui, vraiment. Donc voilà. C'était juste un aperçu. Hein, voilà. Merci Laurence Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous restez avec nous, on regarde, c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Carrefour Market Lamentin de 8h à midi et demi. Et puis demain, lundi, le rendez-vous sera à Orange Moudong de Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.